Bon, Aurélien, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va. T'es content d'être là? Ah, Est-ce que t'es à l'aise? extatique, extatique. Parfait, parfait. T'as le droit de dire non et puis l'interview s'arrête là Non, et voilà. tu rentres chez toi. On va sortir. Ok, bon, c'est un plaisir. Alors on est ici dans l'espace qui s'appelle l'espace Colada Cocktail qui nous accueille gentiment aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des jolies bouteilles de rhum et d'autres liqueurs bien particulières autour et des bons bouquins de la Giberne. En fait, c'est-à-dire qu'il y a tout pour faire de la bonne littérature. Il y a les bons bouquins et il y a l'ambiance pour s'y mettre. Donc voilà, on les remercie de nous accueillir. Et on est très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui d'Objectif 23, donc ton premier roman et ton premier roman aux éditions de la Giberne. Donc, Tout à fait. comme disait l'autre, un coup d'essai est un coup de maître. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que déjà pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu et éventuellement nous pitcher un peu ton bouquin? Ça peut être une bonne introduction, je pense, à ton travail. Ok, très bien. Alors, moi, je suis Aurélien Chrétien, je suis juriste de profession. Ceux qui s'intéressent à mon état de décrépitude, je suis né en 86. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire d'intéressant sur ma personne. Vas-y, Non, mais c'est déjà pas mal. J'allais dire que le côté juriste, on va avoir l'occasion d'en reparler parce que je pense Oui. que ça a influencé une certaine vision du monde et une certaine façon d'écrire qu'on retrouve dans le roman. Mais on en reparlera dans la suite de Oui, l'entretien, ok. je pense. Est-ce que tu as envie de nous pitcher Objectif 23? Alors, je vais probablement pas le pitcher aussi bien que toi tu le ferais, mais du coup, l'histoire du roman se passe en 2046, donc c'est un futur... C'est de l'anticipation en fait. Voilà, c'est de l'anticipation, on est dans un futur proche, mais on n'est pas autant présent. Donc dans un monde dans lequel, c'est à Paris, le monde est divisé en deux catégories de personnes. Donc les pucés qui ont une puce, donc qui sont pour qui la criminalité n'existe plus, puisque dès qu'il y a un crime, ils s'arrêtent, ils sont coupés. Leur cerveau se désactive en fait. Leur cerveau se désactive. Et il y a l'autre partie de la population, donc qui est non pucée, et dans cette partie de la population, donc il y a une partie des gens qui sont les nettoyeurs de réalité, qui ont la lourde tâche de venir nettoyer les traces de crime quand un crime est arrivé, puis de remettre le pucé dans le circuit général. Voilà, dans le circuit général, le pucé qui ne se sera rendu compte de rien. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est dans un monde où la criminalité a pris une telle place et une telle importance qu'en fait, de guerre lasse, on pourrait dire, le gouvernement central, qui d'ailleurs a largement basculé sous influence chinoise après l'effondrement des États-Unis, le gouvernement central donc a décidé de ne plus envoyer les gens en prison, mais plutôt d'effacer les crimes. Voilà, c'était plus pratique. Voilà, si personne ne se souvient qu'il y a eu un crime, et ben en fait, il n'y a pas de crime. En fait, la criminalité, voilà. c'était trop cher, c'était trop impossible à endiguer. Trouvons une solution alternative et indolore. Effaçons la criminalité. Et est-ce vraiment indolore? Parce que c'est une des grandes questions finalement du livre, parce qu'en fait on suit donc ce que tu as dit, les nettoyeurs de réalité, qu'on appelle aussi les agents 7353, qui sont en fait les flics, ce qui reste des flics un peu dans cette... voilà, plus ou moins. Plus ou moins, c'est un peu la police municipale de cette époque, quoi, si on peut dire. Parce qu'il y a quand même des flics encore qui interviennent en cas de prise d'otage, ce genre de choses, qu'on appelle l'équipe escalade dans leur monde, mais c'est des flics du bas de l'échelle, quoi, et eux, leur boulot, c'est vraiment de faire la femme de ménage et d'aller nettoyer vraiment le truc réalité. pour maintenir un narratif. En fait, c'est vraiment c'est la rustine du système, et ils sont extrêmement mal considérés. Est-ce que tu as envie de nous présenter un peu les personnages, ou au moins la personnage pour le dire au féminin, parce que c'est une femme, qui est la personnage principal de l'histoire? Est-ce que tu as envie de nous la présenter un peu? Du coup, le personnage principal, c'est Julia. Alors, je sais pas ce que tu trouves que je dise dessus, mais en gros, tout ce que tu veux. Elle est nettoyeuse de réalité. Mais pour elle, elle se questionne pas, et donc ça, je pense que c'était un point important de la façon dont j'ai écrit le roman, c'est que elle, en tout cas au début de l'histoire, elle se questionne pas trop sur le système. Ouais. L'histoire, c'est vraiment pas. C'est pas une rebelle en fait. Voilà, c'est pas un individu contre le système qui trouve qu'il est malsain ou injuste et qui voudrait lutter contre lui. Elle, pour elle, c'est son boulot, elle le fait, ouais. C'est un peu ingrat, mais bon, d'un autre côté... Elle a une forme de mal-être, je dirais, quand même un peu latent vis-à-vis de cette société, parce qu'elle, elle n'est pas pucée, évidemment, puisque tu ne peux pas faire ce métier quand tu es pucée. Elle a des amis qui sont pucés. Et, elle ne le sait pas trop. Ouais, voilà, pas trop. Elle est un peu, justement, parce qu'il y a une des règles de base, c'est qu'évidemment, un non-pucé ne veut pas dire à un pucé ce que c'est que la puce. Et donc, en fait, il y a... Voilà, c'est ça, c'est que le système doit se protéger contre toute fuite, on va dire. Et alors, il faut peut-être expliquer le principe des objectifs, parce que c'est ça le cœur de l'histoire. Un objectif 23, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qu'un objectif de façon plus large? Voilà, bon, alors la façon dont je l'ai mis dans le bouquin, en fait, c'est que les objectifs, chaque objectif a un numéro, sachant que les numéros font référence à des articles de loi.
Donc chaque article de loi va régir un cas d'activation de la puce. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on parle déjà d'objectif 23. Tu peux obligé de parler d'objectif 23, c'est le titre du bouquin. Voilà, Qu'est-ce qu'un objectif 23? Alors, on a le droit de dire le mot en V ou... Dis les termes, dis les termes. Dis les termes. Ouais. Alors, l'objectif 23, clairement, c'est le viol, en fait. Ouais. Quand tout ce qui est viol, agression... Sexe non consenti, Voilà, inceste, etc. Voilà, agression sexuelle, etc. Donc tout ça, la personne qui en sera victime s'arrêtera. Et les nettoyeurs viendront nettoyer. En fait, la personne, en gros, pour expliquer un peu aux gens, par exemple, tu es une jeune fille, tu rentres chez toi, tu es agressée dans une ruelle, tu te fais violer. En fait, les nettoyeurs de réalité vont t'injecter tous les produits qu'il faut pour que tu n'aies pas de maladies sexuellement transmissibles. Ils vont te nettoyer, ils vont te ramener chez toi. Et le lendemain, en te réveillant, tu te diras, ah, putain, j'ai vraiment forcé hier, je me souviens même pas comment je suis rentré chez moi, voilà. Quelle cuite j'ai eu. Et tu te poseras pas plus de questions que ça parce qu'en fait, tu n'as pas de raison de te poser voilà, des questions. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de question à se poser, puisque là, il n'y a pas de criminalité. C'est un monde déresponsabilisé, voilà. en fait, d'une certaine manière. Il n'y a pas de criminalité, donc pourquoi est-ce que j'aurais été victime d'un crime, puisque il n'y en a pas eu, ou très peu, voilà. Et en fait, finalement, ça amène à un rapport complètement parano, nous, en tant que lecteurs, quand on est dans ce bouquin, parce qu'on se dit, mais ça se trouve, j'ai vécu des choses et je ne m'en souviens pas. Voilà. En fait, c'est une espèce de leitmotiv dans le roman, c'est de se dire à quel niveau s'arrête le roman, et à quel niveau s'arrête la réalité, et à quel niveau s'arrête le mensonge, à quel niveau commence la réalité, je vais arriver à le dire. Bah ça c'est généralement un thème que j'aime pas mal, tu vois, c'est la distinction réalité ou non. Ouais. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est la question, donc pourquoi les pucés se posent pas de questions? Parce que nous, est-ce qu'on se pose la question dans quelle réalité on est? C'est toujours le truc, est-ce qu'on est dans une simulation, ce genre de choses. Tu vois, on ne pourra jamais dire non à 100%. On ne pourra jamais savoir, ouais. Et en fait, d'ailleurs, on ne sait jamais si on est dans une simulation ou pas, et on ne sait jamais. Là, c'est même pas vraiment que c'est une simulation, parce que c'est. Oui, non, enfin, tu vois, c'était un peu le même. On peut peut-être parler un peu des influences qu'il y a eu dessus, parce qu'évidemment, tout le monde va dire oui, Matrix, machin truc, mais en fait, finalement, c'est assez secondaire. C'est C'est même plus que secondaire. En fait, j'y ai pas pensé. Il y a plus de Minority Report que de Matrix dans cette histoire, et c'est même pas un composant majoritaire déjà. Est-ce que tu veux nous parler un peu des influences très littérature américaine, très SF, peut-être? Alors, comment tu vois les choses? Alors, côté, je sais pas dans quel sens tu veux que je parle. Tout me va. En fait, alors, si on prend dans l'ordre chronologique, en fait, moi, ce que j'écris généralement, c'est pas forcément de la SF. D'accord. Franchement, j'écris, ça peut être un peu tout. J'ai pas vraiment un style de prédilection. Donc là, évidemment, je vais être catalogué auteur SF puisque le premier roman qui sort, c'est de la science-fiction. Mais en réalité, je peux écrire un peu de tout. Et donc là, c'est juste parce que l'idée m'est venue comme ça. Et quand je disais chronologiquement, c'est parce que quel a été l'élément un peu déclencheur de l'écriture de ce bouquin? C'est un peu un truc double. Le premier, donc ça va être l'influence majeure sur la forme. D'accord. Pas sur le fond, mais sur la forme. Donc là, tu sais, c'est David Foster Wallace. Ouais, la comédie infinie. Voilà, il y a un anglais, donc Infinite Jest. Ouais. Et pourquoi je dis l'influence sur le fond et pas sur la forme? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc c'est un roman assez épais, gigantesque. Hein, on parle de David Foster Wallace. David Foster Wallace. Voilà. Parce qu'il est difficile d'accès, David Foster Wallace, alors qu'Objectif 23 est facile d'accès. Donc voilà, en fait, faut pas faire peur aux gens. Voilà, mon but c'était pas de faire comme ça, mais en fait, quand j'ai lu donc Infinite Jest, ça m'a vraiment marqué. Enfin, c'était un tournant dans. Tu vois, il y a certains bouquins qui te marquent, qui changent vraiment ta vision de la littérature et de l'écriture. Et lui, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son utilisation des notes de bas de page. Bon, qui dans l'édition que j'avais était en note de fin de page, ce qui est une hérésie totale. Je déteste, j'ai eu l'occasion d'en parler, toutes les éditions, c'est catastrophique. Mais effectivement, c'est la marque, il y a même des notes de bas de page sur des notes de bas de page chez dans Infinite Jest, il y a même des notes de bas de page qui font 50 pages, c'est ça. Où il y a des histoires dans l'histoire. Donc un peu comme la Maison des Feuilles aussi d'ailleurs. Voilà, mais sachant que la Maison des Feuilles, c'est son vrai fonctionnement. Oui. Tu vois, il y a une vraie histoire. Oui, c'est assumé comme ça. Il y a une histoire entre le texte et les notes de bas de page. Tu te demandes qu'est-ce qu'est le vrai narrateur historique. Là, c'est vraiment des notes de bas de page, un peu, même pas un peu, c'est comme moi je les ai utilisées. Et en fait, ça m'a permis de découvrir en fait une utilisation des notes de bas de page dans la littérature, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Pour faire finalement du récit enchâssé ou apporter une précision, ou parfois jouer avec le lecteur en apportant une blague ou voilà, après du coup je pourrais évoquer pourquoi je l'ai utilisé. Ouais, vas-y, c'est intéressant. Si je reviens un peu dans le passé,
comme on disait au début, je suis juriste de formation. Ouais. Et pendant mes études, alors ne me demande pas pourquoi, là, il faudrait peut-être une analyse psychiatrique, dirons-nous, Ouais. une appétence pour les notes de bas de page, parce que tu sais, en droit... C'est à ça que je pensais tout à l'heure quand je disais la formation juriste, voilà. effectivement. Donc tu sais, ceux qui regardent ne savent pas forcément, mais donc dans les études de droit, il y a 2 types d'exercices, donc c'est les commentaires d'arrêt ou les dissertations. Et à chaque fois que tu fais une assertion juridique ou que tu avances un argument, etc., il faut toujours constamment soit citer des jurisprudences, des auteurs, etc. Donc ça, alors, de mon temps, on n'avait pas encore forcément les ordinateurs, mais quand tu faisais sur papier, tu es obligé de mettre des parenthèses et ça devenait illisible. Mais comme moi, j'avais déjà un ordinateur à l'époque, ça remonte 15-20 ans. Voilà. À l'ancienne, le daron. À l'ancienne, j'étais un des premiers à avoir un ordinateur dans l'amphi, donc t'imagines. Le kéki, voilà. quoi. Maintenant, tout le monde en a un, mais fut un temps, c'était pas le cas. Et en fait, j'ai très vite eu un intérêt, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ça fait un espèce d'argument d'autorité. Tu vois, plus tu as de note de bas de page de référence, plus ton argument a de poids. Donc ça m'avait vraiment intéressé. Mais du coup, effectivement, en littérature, c'est pas, tu vois, on n'est pas dans la science. Tu n'es pas essayé de prouver ton c'est pas une étude scientifique, c'est pas un argument juridique, etc. Donc on peut se poser la question. Mais donc là, David Foster Wallace, justement, il démontrait un intérêt. Et lui, il a une utilisation qui n'est pas forcément comme la mienne, même si c'est un peu. C'est-à-dire que lui. Déjà, il va beaucoup plus loin que toi. En fait, il va beaucoup plus loin et en fait, trop loin même quelque part. C'est austère. Parce qu'il faut savoir, c'est que David Foster Wallace, c'est quand même quelqu'un qui alors, je vais dire des méchancetés, mais c'est pas forcément qui méprise un peu son lecteur, si tu veux. Ouais. Parce que il le rudoie en fait. C'est ça, parce qu'en fait, en littérature postmoderne, il y a 2 gros auteurs un peu compliqués, c'est Thomas Pynchon et David Foster Wallace. Et en fait, Pynchon, lui, il est vraiment toujours dans un dialogue avec son lecteur. Il y a toujours des blagues, il y a vraiment une complicité. Tout à fait. Là où Foster Wallace, tu as l'impression qu'il ne l'aime pas. Il fait compliqué en disant prends ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, voilà. quoi. Et lui, son livre, quand je l'ai lu. Il s'est suicidé, je crois. Oui, Foster mais Wallace, bien plus tard. Mais c'était un dépressif. Oui, c'est ça. Il y a une forme de dépression qui se ressent quand même dans il avait toujours été. Je n'en sais pas les raisons, mais donc il a toujours été. Il a fini par se suicider. Mais donc c'était quelqu'un de très intellectuel et qui. Pour lui, en gros, la complexité, c'est si tu n'arrives pas à comprendre, tu n'es pas à mon niveau. Voilà. Ouais. Même si ça. Sélection par le QI. Voilà. Si Infinite Jest, c'est vraiment un extrême, en fait, dans la littérature. Mais quand je l'ai lu, je ne savais pas si c'était la pire chose que j'avais lue ou la meilleure. Ouais. Voilà. Il m'a fallu un peu quand même. Il a fallu que ça digère un peu. Voilà, il faut que ça digère. J'ai lu pas mal de trucs dessus pour essayer un peu de mieux cerner. Et donc, j'ai fini par. Tu vois, c'est le genre de bouquin qui te hante les années après, quoi. Mais. Ça travaille. C'est aussi la marque d'un grand bouquin. Parfois, c'est un bouquin qui a été difficile au début, qui a été douloureux peut-être même, et qui finalement te sert de référence après. Et tu vois, on a tous des grands bouquins comme ça, enfin, tous ceux qui ont un peu lu, on a un peu des grands bouquins qui reviennent comme ça, qui nous hantent. Et je pense que tu as eu ça avec. Mais t'es pas le seul, hein, d'ailleurs. Voilà. Il y a des fans absolus, même en France, hein, de Foster Wallace, qui ne jurent que par Infinite Jest. Oui, alors c'est pas mon end all be all, je sais pas comment on traduit ça en français, mais. En tout cas, pour l'écriture, c'est vraiment ce qui a lancé l'idée. Parce que le livre, Objectif 23, techniquement, n'a rien à voir avec Infinite Jest. C'est vraiment une similarité de forme, mais pas de fond. Mais s'il n'y avait pas eu Infinite Jest, je l'aurais pas commencé. Je ne sais pas après pourquoi. C'était l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a fait dans mon cerveau? De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand j'ai des idées, ça vient un peu nulle part. Ouais, c'est une soupière, il y a plein de trucs qui tombent et ça se mélange. Tu regardes un film de science-fiction, tu as une idée d'une fiction médiévale, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pas lié. C'est plus lié qu'on pourrait le penser d'ailleurs, la fantasy et la science-fiction d'ailleurs. Non, c'est pour l'exemple que tu peux regarder un truc et avoir une idée qui n'a rien à voir. Et en même temps, ce qui a motivé par contre le fond, entre guillemets, le thème d'Objectif 23, c'était plutôt ma question de est-ce qu'on peut tout dire à quelqu'un, même des choses qui pourraient le blesser, etc. Donc après, c'est la grande question qui est un peu centrale dans beaucoup d'œuvres littéraires, mais sous d'autres formes. C'est vaut-il mieux savoir une vérité difficile ou vaut-il mieux l'ignorer? Est-ce que l'ignorance est une forme de bénédiction? Si oui, jusqu'à quel point, dans quelles circonstances, etc. C'est un grand thème littéraire, mais ici qui est actualisé par des enjeux de science-fiction et par, comme on a dit, par une forme en fait, parce que Objectif 23 donc, intègre des notes de bas de page littéraires, parfois dans de rares cas des notes de bas de page sur des notes de bas de page. Mais il faut pas faire peur aux gens. Il n'y a pas 50 pages par note. Comme les notes de bas de page sont en fait. Comme ça traite quand même d'un sujet assez difficile, par moment, l'objectif 23, on a dit, c'est le viol et alors,
dans le monde, le monde du bouquin, c'est pas que le seul objectif. Oui, mais c'est parce que on en parlait tout à l'heure, il y a l'objectif par exemple 65. Ah oui. C'est quand tu dis à un pucé qu'il est pucé. Et en C'est fait, ça. Ça provoque une dissonance chez lui. Ou voilà, quand le pucé va commencer à se poser des questions sur la réalité, il va s'endormir. C'est ça. Et t'en as plein d'autres qui sont sous-entendus. T'as par exemple les cas où t'assistes à un meurtre, par exemple, t'es témoin d'un meurtre, paf, tu désactives. Voilà, aussi, où tu vas dans une zone qui est voilà. pas pour les pucés. C'est un autre cas d'activation, exactement. etc. Et du coup, tu peux te retrouver à être activé 3-4 fois dans la même soirée si jamais t'as vraiment une vie de merde. Et du coup, nos nettoyeurs de réalité seront appelés 15 fois pour aller faire l'aller-retour et te remettre dans ton lit. Et du coup, voilà, donc comme c'est un livre qui a quand même un fond assez difficile parfois, la note de bas de page, ça permet de donner un peu... une respiration, en fait, c'est ça que tu veux dire. Une respiration. Alors déjà, ça peut permettre de couper un peu, de prendre une pause dans la narration, mais aussi de donner un côté, alors pas humoristique, mais d'alléger un peu l'ambiance, entre guillemets, pour pas que ce soit vraiment trop austère et trop dur. Même si mon style, de manière générale, j'essaie que ce soit pas trop austère non plus. Mais vu le propos du livre, c'était à la fois adapté et en même temps, ça permet, soit en tant qu'auteur, de s'amuser aussi. Oui, alors tu as mis le doigt sur un truc important, enfin le verbe est important, s'amuser, parce qu'il y a une grosse dimension quand même humoristique et satirique dans le bouquin. Alors on croirait pas forcément avec un sujet aussi grave et des enjeux de liberté individuelle bafouée, de libre arbitre bafoué. Il y a un gros sous-texte philosophique, mais néanmoins, il y a quand même un gros côté satirique, moqueur de notre époque. Parfois, tu as des notes de bas de page. C'est une société qui est archi marchandisée, mercantile, ultra capitaliste sur beaucoup d'aspects. Donc parfois tu peux avoir des sponsors sur des notes de bas de page, tu peux avoir des marques qui sont citées, tu peux avoir même les personnages c'est pas des gens qui mais ils peuvent avoir un bon niveau d'études, mais ils sont pas c'est pas des gens qui sont dans une forme de transcendance, quoi. Ils sont pas, il y a pas de religion, il y a pas de c'est vraiment des gens du quotidien. Il y a pas d'esthétisme, ils sont pas dans une recherche d'art, voilà. La plus belle chose qu'ils puissent ressentir finalement, c'est de l'amour pour quelqu'un, et encore même parfois ça devient un peu rare dans cette société là, où un peu, parce que par exemple le mariage est complètement dévalué, et chez les pucés comment dire, les orgies sont la norme, et voilà, mais justement ça c'est vraiment en gros chez les pucés, c'est ça, c'est vraiment l'ordre social est vraiment différent de chez les non pucés, pour qui on va dire le monde normal c'est juste encore plus capitalisé, enfin capitalistisé, je ne sais pas comment dire, mais là où chez les pucés, évidemment comme tu dis, les relations monogames sont un peu honnies, le mariage... Limite interdit, t'as des malus fiscaux si voilà, c'est mal vu, et pire que mal vu, c'est effectivement, tu dis, tu peux avoir des malus fiscaux. Donc ça, c'est le côté juriste, hein, on sent... Voilà. Non, mais c'est pour dire aux gens que c'est quand même un texte qui est drôle, et en fait, il y a aussi ce qui est très intéressant, c'est que c'est un monde qui est quand même d'une très bonne cohérence, même une très forte cohérence, il faut le dire. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on peut se demander comment est-ce qu'une société dans laquelle certaines personnes sont pucées et d'autres pas pucées a pu être mise en place. Et il y a des scènes dans le roman qui jamais ne vous disent exactement comment ça s'est passé, mais ont l'air de montrer que, par exemple, on voit comment des parents horrifiés que leurs enfants risquent leur vie dans des situations difficiles, parce qu'ils vont dans les grandes villes pour faire leurs études, etc., choisissent de les pucer pour qu'au moins ils échappent à ça. Enfin, il y a des mécanismes un peu sociologiques qui sont bien décrits dans le bouquin. Est-ce que toi, comment ces idées-là elles sont venues? Est-ce que tu as pris de la documentation? Est-ce que c'est vraiment purement tes intuitions personnelles? Est-ce que ça relève d'observations personnelle? Enfin, comment t'as construit ça un peu? Alors déjà, ce que je voulais, bon, tout n'est pas forcément conscient, hein. Quand j'écris, il y a une bonne part d'inconscient, et en gros, une fois que ce sera écrit, on verra ce que ça donne. C'est vrai, parfois c'est le texte qui te dit des choses quand tu écris. C'est ça, moi généralement comment j'écris, c'est que je découvre presque le texte au fur et à mesure. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. C'est à la relecture où je vois à peu près où je voulais en venir. Mais dans l'histoire, en fait, ce que je voulais, c'est que ce soit pas un monde où la transformation soit terminée, en fait. On arrive vraiment dans un moment work in progress. Voilà, ils sont en train de le mettre en place, bon, il y a des ratés, tout n'est pas parfait, mais voilà, ils essayent de s'améliorer, et voilà, parce que... s'améliorer dans l'horreur, en fait, du coup. S'améliorer dans l'horreur, mais par exemple, bon, il y a un truc, je ne le mentionne pas dans le bouquin, mais... Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas pucé? Parce que ça coûterait trop cher, et ce serait beaucoup trop compliqué. Puis il y a des blocages culturels aussi. Par exemple, ceux qui sont de vagues d'immigration récentes, en fait, ils ne sont pas du tout partants pour être pucés. Voilà, si tu voulais un
un des points du livre, c'est ça, c'est que ça se passe en France, et surtout, c'est les Occidentaux, on va dire, qui ont mis ça en place pour protéger leur vision de la société, parce que tout ce qui est du monde en dehors de l'Occident se pose pas cette question-là. Julia travaille avec notamment un Russe qui est pas du tout Pavel. comme ça, le personnage de Pavel. Mais il y a aussi alors c'est jamais dit d'où il vient exactement, mais il doit être algérien, j'imagine, Mohamed, qui est avec eux. Ou marocain. Oui, ou marocain, voilà, enfin maghrébin quoi. En fait, il y a tous ceux qui sont d'autres nationalités, ou d'autres continents, ou d'autres régions du monde, en tout cas, ils sont pas du tout dans les mêmes logiques, et ils sont dans une incompréhension très forte. Pour eux, ils viennent dans une société où ils font ça. Bon, c'est leur coutume. On essaye de s'habituer. Oui, c'est ça. Voilà. Puis pour eux, être nettoyeur de réalité, c'est comme faire la plonge, c'est un métier comme un autre. Voilà, c'est ça. Tu vois, nous, on a des immigrés, ils viennent, ils connaissent pas la France. On leur dit, bah maintenant ton travail, ce sera ça, etc. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Ok, va falloir nettoyer la réalité. Au moins, je serai payé, quoi. Ouais, ça, pourquoi pas, ouais. Et alors, là, on a vraiment passé du temps parce qu'il le fallait. Hein, c'est intéressant à raconter le cadre du récit, mais le récit quand même s'articule en fait autour d'une rencontre amoureuse, mais alors très très particulière, puisque le personnage principal, donc, qui s'appelle Julia, on l'a dit, c'est une référence à 1984 ou Alors, justement, je te parlais du côté inconscient de mon écriture. Ouais. Comment j'ai trouvé le nom? En fait, dans ce livre-là, je voulais des noms qui sonnent communs. D'accord. Donc, je n'ai pas recherché à faire des trucs vraiment symboliques, etc. Tu ne vas pas appeler Marie-Adélaïde, quoi. Sauf un seul. Bon, je pourrais peut-être expliquer plus tard, mais pourquoi il s'appelle Alex. Il y a un personnage qui s'appelle Alex. Ouais. Il s'appelle Alex, comme dans Orange Mécanique. Tout à fait, ouais. Parce que c'est Alex contre la loi, tu vois. Ouais. C'est Alex. Ouais. C'est le seul qui est symbolique. C'est beau, c'est beau. Mais c'est le seul qui est symbolique. Ouais. Tous les autres, je voulais des noms communs. Sauf que au début, donc, je l'avais appelé Julie. Ouais. Je trouvais que c'était trop lisse, trop. Ouais. Tu voulais un petit A pour relever. Mais c'est ça, parce qu'en gros, j'ai trop oubliable un peu. Parce que je voulais que ce soit commun, mais pas oubliable. Et là, tonton Georgie s'est rappelé à toi, mais inconsciemment. Même pas, justement, Julia. Et c'est bien après, ou je ne sais pas quelle occasion, je ne sais pas si on m'a rappelé ou si j'ai relu un passage de 1984, que la nana s'appelait Julia. Ouais. Et là, je me suis dit, puisque je l'avais lu peut-être 1 ou 2 ans avant, donc tu vois, c'était pas un souvenir trop ancien où tu te rappelles plus de rien. Je me suis dit, il y a probablement une part de mon inconscient qui l'a nommée Julia. C'est beau quelque part. Alors, donc cette Julia, elle a la particularité d'être lesbienne, donc elle est bisexuelle ou elle est lesbienne. Moi, je la vois lesbienne. Ouais, en tout cas, elle n'a pas d'histoire avec des hommes dans le bouquin. Et alors, elle va rencontrer, si on peut dire, une pucée qui s'appelle Antoinette, et qui est donc en fait qui est une de ses clientes au début, parce qu'elle a été victime d'un objectif 23, c'est précisément le début du bouquin. Là, on ne gâche pas la surprise aux gens parce que c'est vraiment du gâchage en règle, voilà. Non, mais c'est dans les 30 premières pages, les gars, calmez-vous. Et en fait, à partir de là, elle va tomber amoureuse, sauf que évidemment, ils ont une histoire qui est complètement asymétrique, puisqu'en fait, Antoinette ne sait pas que la première fois qu'elles se sont vues, c'est dans ces circonstances-là. Elle croit qu'elles se sont rencontrées juste à une soirée de façon fortuite après. Et puis, plus la relation avance, plus Julia a envie de lui dire ou de lui faire comprendre, sauf que, en fait, si elle lui dit, c'est un objectif 65, et ça, pour le coup, c'est pas puni d'une désactivation de puce, c'est puni de la peine de mort. Voilà, et même au-delà de ça, c'est qu'en fait, de toute façon, elle pourra jamais lui dire, techniquement. Ouais. Donc, parce que ça ferait un objectif, elle serait nettoyée. C'est ça, donc le dilemme, c'est ça, c'est tu vis avec une personne qui vit littéralement dans un monde qui n'est pas le tien, à qui il arrive des horreurs dont tu ne peux... non seulement tu peux pas vraiment la protéger de ces horreurs, mais en plus tu le sais, tu pourras pas lui dire, et elle ne le sait pas. Mais d'un côté, est-ce qu'elle vit mal, tu vois. Tu sais même pas non plus, parce que en fait, tu rentres le soir et tu retrouves ton ou ta partenaire. Mais toi, cette personne peut venir se faire violer il y a 10 minutes et tu ne le sais pas parce que toi t'es non pucé, elle est pucée. Voilà. Tu sais jamais, tant que t'es pas avec elle, tu sais pas ce qui se passe en fait. Ouais, surtout ce qu'il faut préciser pour le truc dans l'histoire, c'est qu'en fait les nettoyeurs de réalité, ils bossent pour des boîtes privées. Il y en a plusieurs. Donc ça va avec l'aspect capitaliste. Voilà, c'est ça. C'est en gros, il y a des marchés publics, voilà. Il y a des appels d'offres. Il y a plusieurs entreprises qui sont détachées selon les objectifs. Ouais. Tu sais jamais, c'est pas toi qui as attribué à une personne. Ouais. Ça peut très bien être d'une autre boîte. C'est ça exactement. Donc il y a le côté tellement d'objectifs, il faut plusieurs boîtes. C'est ça, effectivement. Et toi, quel regard tu portes sur le degré de crédibilité de cet avenir potentiel? Est-ce que tu dirais que c'est vraiment purement, tu t'es amusé à imaginer un truc qui n'a pas beaucoup de chance d'arriver, ou est-ce qu'il y a au moins des traits, et si oui lesquels, qui vont probablement se produire dans notre monde? Si ça pouvait, alors en l'état, en tout cas dans les 50 prochaines années, je ne pense pas, parce que c'est quand même assez précis, on ne sait jamais, hein, des fois il y a des bons. Par contre,
moi, le côté, en fait, si tu veux, le point, je pense, du livre, c'est il y a cette puce-là, mais quand même, ça a été accepté, tu vois. Parce que, justement, il y a des lois qui ont été votées, et les gens ont accepté, et ils ont dit, bah oui, je veux que mes enfants soient pucés. Et ça, je pense que, admettons que la chose existe, il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient oui. Ah, qui serait demandeur de sécurité, oui, je pense aussi, oui. Parce que pourquoi pas vivre dans une fable, ouais. Dans une fable. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Je pense que là, mais tu dis beaucoup de gens, si on devait le chiffrer, moi je pense que 9 personnes sur 10 en réalité finiraient par accepter ça. Tu vois, je vais pas citer des exemples qui fâchent, mais quand on a eu une petite pandémie il y a quelques années, les gens étaient prêts à accepter tout et n'importe quoi, donc ça m'étonnerait pas qu'ils acceptent. Voilà, du coup, pour éviter la souffrance psychologique, etc., est-ce que, voilà, moi je pense que ce serait pas aussi farfelu que ça. Et par contre, tu me disais, est-ce que dans la réalité ça peut exister? J'en parle un peu dans le livre, c'est le shadow ban, tu vois, ça existe. Il y a eu un filtrage du contenu que tu regardes et tout, mais que tu ne sais pas. Ouais. Tu tapes une recherche internet, quand tu tapes sur Google, il filtre déjà le contenu que tu auras. Donc là, quelque part, il y a déjà ce niveau-là. Ouais. C'est juste que là, dans le bouquin, il est au niveau, au niveau cérébral. Voilà, à la source, quoi. Filtrage, ça aurait pu être très bien quelque chose qui t'empêche de voir certaines choses. Mais ça a été déjà fait. Et même dans le monde dans lequel évolue, moi c'est un truc qui m'a beaucoup frappé dans le bouquin, c'est que dans le monde dans lequel ils évoluent, la culture est vraiment ramenée à la portion congrue. C'est-à-dire qu'ils écoutent de la K-pop. C'est même plus que c'est juste du bruit. C'est que parfois c'est la même note jouée à des volumes différents. et tu vois, ils ont des émotis conversations. C'est-à-dire qu'en fait ils s'envoient même plus des mots, ils s'envoient juste des emojis pour provoquer des réactions. Tu vois, cette espèce de suroptimisation des rapports humains qui fait du coup une société vraiment sans transcendance, sans grandeur, sans art, sans esthétisme, sans dans une espèce de surefficacité capitaliste. C'est quelque chose à mon avis vers lequel c'est un des grands sujets de notre siècle, quoi. C'est le jusqu'au boutisme c'est la logique capitaliste du au bout, contenu, quoi. Tu vois. Ouais, Netflix, il faut des choses qui remplissent des cases, telle activation du cerveau à tel moment de la journée, etc. Il faut D'ailleurs, l'Académie française n'existe plus dans ce. Voilà, l'Académie française a été. Je crois qu'elle se prend une balle, page 10 du bouquin, un truc comme ça. Même pas, au tout début. Ouais, c'est ça. Et les gens sont vraiment ultra connectés, c'est-à-dire qu'ils ont des lunettes de réalité virtuelle, ils ont en fait le virtuel et le réel, même pour les non pucés, sont vraiment. Alors ça, c'est un thème que j'ai pas trop développé parce qu'évidemment, tu peux pas tout mettre dans un livre. Mais surtout avec un univers riche comme ça. C'est ça, mais ça, c'est un élément que j'aime beaucoup. Il y a certaines œuvres de fiction qui le traitent déjà. C'est un animé qui date d'il y a peut-être 20 ans, qui s'appelle Deno Coil, où justement, en fait, les personnages, ils ont des lunettes de réalité virtuelle. Bon, c'est des enfants dans l'animé. Et en fait, ils vivent vraiment dans un monde qui les entoure, qui est réel, mais qu'en fait est virtuel. Mais pour eux, c'est comme des vraies aventures. Il y a une gamine, elle a un chien. Mais en fait, c'est quoi Lyoko, ton truc, en fait? C'est un peu le truc, mais en fait, dans la réalité, en fait, si tu veux, le monde virtuel se superpose à la réalité, lui donnant une espèce de matérialité. Ouais, d'accord, ok, je vois. Et ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je pensais quand il y a eu des Google Glass il y a peut-être 10 ans. Qu'on allait vers ça, ouais. Mais c'est ça, moi je pensais, ça y est, ça va être lancé, etc. Et au final, flop. Mais je pense que ça peut-être flop momentané, on va voir. Momentané, en fait, je pense que c'est peut-être la technologie qui n'était pas assez. Parce que clairement, en termes d'utilisation. Parce que par exemple, on voit aussi que c'est utilisé par exemple à des fins militaires dans Objectif 23. C'est-à-dire que tu peux avoir des lunettes d'assistance à la visée. En fait, mais c'est ça. Tu joues à Call of Duty sur console, c'est dans la vraie vie, quoi. Faut imaginer des lunettes, tu les portes et au lieu d'avoir Google Maps, ça te dit à gauche, là, tu suis la flèche. Exactement. Tu peux savoir les données en temps réel, est-ce qu'il va pleuvoir. Ouais, c'est ça. Et attention, il y a 3 ennemis dans la zone. Voilà, où tu peux regarder des films dans tes lunettes. Ça, tu vois, alors comment ça s'appelle, les lunettes de réalité virtuelle qui le font déjà, mais là, tu pourrais le faire en instantané. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est super intéressant. Le but, c'est ça, c'est l'anticipation. Donc, c'est vraiment, sachant que je me suis pas vu en prophète, etc. Je prends ce qui existe déjà. Oui, c'est vraiment l'aspect satirique. J'extrapole un peu pour dire quel sera le modèle dans 10 ans. Mais d'ailleurs, c'est assumé parce qu'il y a parfois des éléments qui sont cités sur des dates extrêmement proches de notre temporalité et qui sont de toute évidence faux. C'est-à-dire qu'on te dit qu'en 2027, je sais plus ce qu'il y a, mais une première loi pour les. La première loi, je me rappelle plus le nom exact de la loi. Tu t'es barré aussi à faire des lois de 2027. Donc on y est. Oui, c'est ça. Donc exactement. Donc parce que souvent c'est marrant parce que souvent en SF on dit soit tu mets pas de repère temporel, soit t'en mets un très très loin pour que ça crée un mais de toute façon, comme on est toujours rattrapé par les dates, autant mettre quelque chose où ce sera palpable pour les gens.
autrement, c'est en disant oui, c'est tout de suite quoi, parce que Voilà. tu sais, il y a beaucoup de gens par exemple, c'est un truc qui fait tiquer les gens quand ils disent Ubik de Kadik, tu sais, ça, je crois que ça se passe en 92, sauf que évidemment 92 c'était le futur quand il l'a écrit, Oui. mais pour nous c'est le passé, on a bien vu que Bah, ou y a pas- 1984, c'est Ouais. le même truc. Tu vois, ouais c'est- ça, et il y a pas de base sur la Lune en 92 et il y a pas eu de régime communiste en Angleterre en 84, donc Voilà. Et puis voilà. surtout, pour moi, c'était intéressant en gros de projeter sur en gros, les adultes dans le livre Ouais. sont ceux qui vont naître maintenant. tu Oui, vois, c'est il y ça. a à peu près 20 Les ans, zoomers sont les boomers, quoi. c'est ça. Ouais, c'est un truc intéressant, effectivement. Et alors, tout à l'heure, on a parlé un peu de tes influences, on a parlé surtout de David Foster Wallace. Est-ce que tu as envie de. Parce que je sais qu'il y a un auteur occidental, et un auteur occidental majeur de l'histoire de la littérature en Occident qui t'a aussi influencé. Je pense à Homère. Mais est-ce que tu as envie de parler d'Homère? Est-ce que tu as envie de parler d'autres influences? Vas-y, Alors- je te laisse dérouler. Alors sur Homer, ce serait vraiment ténu parce qu'en fait, c'est vraiment il y a un endroit dans l'histoire, je ne vais pas spoiler, où ça va Ouais. rappeler fort. C'est pas ténu parce que c'est Oui. fort, mais c'est sur un point Voilà, précis de c'est l'histoire. vraiment un moment du livre où effectivement, pour ne pas le citer, c'est l'Iliade. Ouais, tout à fait. Et en fait, donc c'est une scène d'action. Ouais. C'est parce qu'en fait, quand j'ai lu l'Iliade, alors je m'attendais pas du tout. Alors je pense que je savais ce que c'était quand j'étais enfant, hein, mais Oui, bien sûr. comme je l'ai jamais lu étant enfant, j'ai lu plutôt adulte. Et c'était absolument pas ce que je m'imaginais. Ouais. Moi, dans ma tête, l'Iliade, c'était la guerre de Troie, mais Ouais. de A à Z, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Tout le monde a ses défauts Mais quand c'est il ça. commence, effectivement. Alors en réalité, t'arrives, la guerre a déjà commencé, tu pars, elle a vraiment pas fini, fini. ouais. D'ailleurs, spoiler alert, mais le cheval de Troie n'est pas dedans. Oui, tout à fait. N'attendez pas, Ouais. ça n'arrivera pas. C'est vraiment le désert des Tartares. Voilà, l'idée, c'est que tout après. n'arrive pas, ouais. C'est dans le bouquin d'après Qu'on n'a pas. qui nous est jamais arrivé. Ouais, Voilà, c'est ça, donc, exactement. T'as que l'épisode filler, c'est comme si t'avais que Breaking Bad, mais tu sais, l'épisode de la mouche, t'as pas voilà, les autres épisodes. donc du coup, quand je l'ai lu, c'était absolument pas ce que je m'attendais. Et en fait, c'est 500 pages de baston. Ouais, de façon, Et ouais, voilà. très clairement. Et là, le pourquoi est-ce qu'on va lire 500 pages de baston? Parce qu'en fait, c'est vraiment fait de manière imaginative et je dirais jouissive. C'est-à-dire que tous les personnages qui vont se faire massacrer, il y a une introduction d'un paragraphe ou une micro-fiction. Ouais. Pour Voilà. que tu t'y attaches en. Sa généalogie, Ouais. qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, etc. Puis il se prend. Déferlement de violence. Achille arrive, le découpe en deux. Puis c'est l'histoire de machin qui se fait rouler dessus par un char, etc. etc. Et en fait, ça donne vraiment une dynamique. Ça t'a plu comme méthode pour Oui, narrer j'ai des trouvé ça actions. mais incroyable. Ouais. Parce que surtout, en peu de phrases, Ouais. etc., ça permet de donner vraiment De caractériser la bataille, quoi. de l'enjeu. En plus, moi, ça me permet, comme c'est de l'anticipation, j'en profite pour donner des éléments sur le monde de manière indirecte, etc. Donc, ça permet de donner beaucoup de densité d'informations très rapidement, en même temps d'avoir une zone d'action. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, je disais en parler sur le monde, etc. Ouais. Et en fait, il y a un écueil et là je reboucle en fait sur les notes de bas de page, il y a un écueil que je voulais absolument éviter. C'est, alors je ne sais pas en français, mais en anglais, c'est l'infodumping. Ouais. Parce que trop lâcher de trucs parce comme que ça. Quand on est dans un monde de fantasy ou de science-fiction, on est souvent tenté de faire des paragraphes, des pavés pour expliquer. Alors voici le monde, comment il fonctionne, il y a ci, ça, etc. Alors, raconter le lore du truc, mais c'est toujours très... On dit toujours qu'il faut éviter ça parce que tu perds le lecteur. C'est le fameux show don't tell. Alors ça Voilà. s'applique pas exactement non plus tel quel à la littérature, mais effectivement, il faut toujours un peu plus que les gens expérimentent par leur lecture le Exactement. truc, Et en fait, tout leur expliquer, les notes de bas de page permettent de faire un peu d'infodumping par la lorgnette, mais en rajoutant un côté à la fois optionnel, en même temps un peu humoristique. On peut ne pas les lire du tout et comprendre parfaitement l'histoire. Il n'y a pas de blocage avec ça. Mais du coup, il y aura moins le jeu. Effectivement, la lecture elle sera un peu différente, mais techniquement... C'est un jeu de connivence avec le lecteur. C'est ça. Il y a vraiment des clins d'œil. Alors ça, on va pas... Effectivement, les notes de bas de page, c'est un peu le niveau 1 de la lecture ergodique, tu vois, dont la Maison des Feuilles est un peu le niveau 5 sur 10. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, du coup, ça permet de faire justement d'en dire plus sur l'univers sans que ça paraisse incongru. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que l'histoire soit vraiment au niveau des personnages. Et effectivement, tu vois, c'est des personnages... C'est vu à hauteur de personnages, on peut presque dire que c'est les prolos de l'univers. Enfin, de l'univers. C'est la petite classe moyenne, quoi, disons. Voilà, même pas, hein, franchement, moi, je les vois vraiment, tu vois, et en plus, ils sont en bleu
travail, tu vois, presque. Ah bah après, ils vivent, en fait, comme ils vivent dans un monde qui est assez confortable, même si c'est des prolos, tu vois. Alors voilà, après, les non-dits, c'est qu'il y en a qui ont des business sur le côté. Ouais. Parce qu'il y en a un Voilà. notamment, j'y pense, il a une très très belle maison et il fait Voilà, des tu fêtes comment dedans. il se fait avec son salaire, son simple Ouais. salaire de nettoyeur de réalité. Bon, après, il a 2 femmes parce qu'il est polygame, celui-là. Peut-être que je sais Voilà. pas, il a peut-être des business de ce côté-là. On sait Mais pas. voilà, donc le truc, c'est qu'il y a justement, comme il y a le côté réalité qui est vraiment très codifié, etc. Mais en fait, il y a un peu le côté réel, du coup, le monde vraiment réel, la réelle réalité dans le livre. C'est là, par contre, toutes les règles sautent un peu. Hein, Et alors, peut-être une question intéressante pour s'acheminer vers la fin de cette interview. Si je t'amenais un aptère devant toi qui n'avait pas pris son exemplaire du bouquin, comment est-ce que tu le, j'allais pas dire le forcer, mais comment est-ce que tu le convaincrais avec des arguments subtils, raffinés et madrés de prendre le livre? Qu'est-ce que tu mettrais en avant si tu voulais vraiment expliquer qu'est-ce que les gens vont trouver dans le bouquin et qu'est-ce que ça peut leur apporter profondément? Alors moi, je dirais que ce serait surtout c'est une aventure, enfin c'est une aventure, c'est un récit assez rythmé, avec plusieurs types de styles, histoire que ce soit vraiment lisible. Ça se lit très facilement. Voilà, ça se lit très facilement. Justement, les notes de bas de page rajoutent un jeu, donc c'est un peu un côté ludique. Ça, je pense que c'est une lecture à la fois compliquée, mais pas trop inaccessible. Parce qu'en fait, c'était un peu vraiment ça que je voulais éviter, justement, lesquels on parlait de David Foster Wallace ou de Pynchon. J'adore ces auteurs et ils m'ont vraiment montré un extrême de la littérature. Mais justement, le problème, c'est que c'est une littérature vraiment très obscure. C'est pour ça que j'ai jamais pu aimer Pynchon, par exemple. Et Pynchon est très mal traduit en français. C'est ce que disent les gens aussi. C'est vrai. Mais il y a aussi ce côté, c'est vraiment une littérature pour les gens qui ont déjà lu beaucoup de choses et qui est volontairement compliquée. Donc c'est vraiment pour aimer se faire des nœuds au cerveau. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est pas... moi, je trouve que en fait, moi, ce qui m'a attiré dans Pynchon, c'était vraiment le côté un peu chaotique. Ouais, je vois très bien. qui avait un peu vraiment... qui me parle beaucoup. Mais à la fois, des fois, c'est trop chaotique et c'est trop abscon, en fait, pour les lecteurs. Et moi, ce que je voulais, c'est un entre-deux où, justement, et ça part un peu... bon, les lecteurs qui liront verront qu'il y a une narration un peu en escalier. Oui, tout à fait. Assez Tarantino, en fait, quelque part. Hein, il y a des flash-forward, des flashbacks, ça s'intègre. Parfois, on voit une scène et après, on voit la scêne qui a permis d'arriver jusqu'à cette scène. Voilà, c'est ça. Alors là, si je devais parler de ça, ce serait un peu à cause de... En fait, j'ai écrit comme ça à cause de j'ai une tendance à m'éparpiller. Ouais. Et en fait, faire comme ça permet de s'éparpiller, tu vois, de me faire plaisir de m'éparpiller, mais en même temps, de structurer le truc, de restructurer, puisqu'après, tu remontes dans la narration, mais tout en faisant que ce soit simple à lire. Ce qui est l'inverse d'un livre de Pynchon, d'ailleurs, un que j'avais pas du tout aimé, c'était Vineland, où il y avait justement 3 niveaux de narration, mais les uns à la suite des autres, tu savais jamais quand tu passais à un autre, ça rendrait en fait la lecture trop compliquée, sans que ce soit justifié, en fait. Parce qu'il aurait suffi de mettre des espaces entre les trucs, tu vois, pour que ce soit clair. Bien sûr. Et comme ils ne sont pas mis, ça rajoute une complexité. C'est faire compliqué pour compliquer. Non, Objectif 23, c'est vraiment accessible. Très accessible. Et je trouve qu'on prend du plaisir, tu vois. C'est drôle et c'est aussi ce sur quoi on a travaillé ensemble quand on a préparé le bouquin. C'est vraiment que ça glisse pour que le lecteur soit emmené d'une émotion, parfois, tu sais, un travail philosophique, à une émotion forte, à du rire. Enfin, ça te fait passer par plein d'étapes, je pense. Et le jeu, c'est vraiment de passer d'une étape à une autre de façon sans accroc et sans pas de façon superficielle, mais de façon vraiment agréable, en fait. Parce que c'est le plaisir du texte, en fait. D'ailleurs, personnellement, Objectif 23, c'est le premier roman qui est publié, mais ce n'est pas le premier que j'ai écrit. Et les précédents romans que j'ai écrits, je finissais toujours après 6-7 relectures à vraiment être presque en burn-out. Je veux plus les relire, fini. Et si je les relis, c'est horrible. Objectif 23, malgré le nombre de relectures qu'on a fait. Putain, qu'est-ce qu'on l'a Voilà, mais sachant que j'avais déjà relu des dizaines de fois avant. Et je m'en lasse toujours pas, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un signe que
voilà, c'est une lecture vraiment Ouais, tout à fait, tout à plaisante. fait. Et puis en Même plus, pour moi. et Donc, puis il a qui construit suis quand même- l'auteur. Voilà. Voilà. En fait, Moi, je suis le plus difficile, le lecteur le plus difficile, je pense que c'est moi. Mais c'est Généralement, ça. je déteste ce que j'écris, donc. Non, mais en fait, c'est très beau ce que tu dis parce qu'en fait, fondamentalement, le bon livre, c'est toujours celui que son auteur serait prêt à payer pour le lire si c'était Oui. pas lui qui l'avait écrit. Bah, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'écris. Souvent, c'est quel est le livre que je voudrais Ouais. C'est ce que soit disait publié et que je trouve qu'il manque. Et j'arrive pas à le trouver, bah je mets à l'écriture. Est-ce que Ouais. quelqu'un a pensé à écrire ça? Bah non, bah je vais le faire. Mais c'est ce que disait Antoine Swicki aussi. Il disait ça part toujours d'une déception, un Bah roman. oui, parce qu'au final, C'est quel livre j'aurais voulu voir et qui a pas été fait comme je voulais. plutôt que d'être le lecteur un peu hater qui dit bah la lecture, il y a rien de bon, ça me plaît Ouais. pas, je voudrais qu'il y ait ça, bah fais-le. Ouais. Voilà. Fais-le, ça a été fait, ça a été fait avec brio, ça s'appelle Objectif 23. Voilà. C'est disponible sur le site de la JBR, donc vous mettez tous les liens en description. Est-ce que tu as envie de renvoyer les gens un peu vers tes réseaux sociaux, peut-être Aurélien, vers un petit compte Insta Alors, je sais que tu as un Substack auquel tu tiens. j'ai un Substack auquel je tiens particulièrement. Ouais. Bon, alors là, ça va être compliqué. C'est ton côté palagnoc aussi, t'aimes bien écrire aux gens sur. Voilà, mais ouais. alors c'est vrai que on n'a pas du tout parlé de lui, mais Palahniuk, c'est en gros c'est ma référence, on va dire globale, Ouais. pas forcément celui-là, Ouais. mais il y a beaucoup de lui dans tous mes romans parce qu'en fait la façon dont parce qu'en fait il n'est pas que écrivain, il Ouais. aussi il parle de la littérature comment écrit Tout à fait. et il a beaucoup de bon sens en fait. Dans Ouais, ce il a un qu'il regard écrit. de théoricien un peu. Voilà, exactement, Ouais. et c'est vrai qu'il donne toujours. Il y a un élément, par exemple, qui revient dans le bouquin, et donc ça vient de lui, où il a dit il faut des éléments, des objets qui vont revenir en fait dans le livre pour accrocher, qu'il y ait une cohérence. Ouais. En l'occurrence, je ne sais pas si je veux le spoiler, mais c'est la veste, tu vois, il y a Ouais, une veste tout à qui fait. revient. Tout à fait, il y a une veste qui Et revient. ça peut paraître con, mais en fait, ça donne une Ouais. continuité dans le texte qui donne une cohérence, Ouais, en fait. ça s'appelle un motif en littérature. Et Voilà, c'est- mais c'est- donc ouais. ça, on n'y pense pas forcément, et Mm. ça marche très bien. Mais oui, donc j'ai mon Substack, donc qui est... Pareil, on mettra les liens en description. mettez mais- les liens en description parce qu'évidemment je les ai pas appris par cœur et comme chaque Ouais. réseau social a sa ça, propre sa nomenclature, police, ouais, c'est compliqué, mais je crois que c'est aurelienc.substack.com. D'accord. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Le C'est lien sera en gratuit. description. Voilà, Voilà, c'est Oui, ça. gratuit. Je suis sur Instagram. Tout à fait. Voilà, c'est les Et principaux. puis tu es surtout sur la Giberne parce que Surtout. avec grand plaisir. Donc voilà, allez vous procurer ce bouquin. Vous allez vous régaler. Bon, je pense que maintenant c'est bon. Vous savez que la Giberne c'est qualité, donc je Voilà. pense que vous ne serez pas déçus. On remercie le Colada Cocktail de nous avoir accueillis parce que quand même on a eu un très très beau décor pour un bon bouquin et un beau bouquin. Ouais, merci Voilà. à vous et leur Ouais, franchement. étonnante collection de bouteilles de rhum. Ouais, t'as vu, c'est impressionnant avec des bons bouquins et des bonnes bouteilles de rhum et une belle maquette de bateau derrière toi. Franchement, Voilà. je crois qu'on est bien. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et puis bonne lecture les gars. À très vite. Rompez.